Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, la communauté universitaire attristée par le massacre de Cheikh Anta Diop. L'établissement mis sens dessus-dessous. Les dégâts sont gigantesques. L'université sera résiliente, promet le ministre de l'Enseignement supérieur. L'éducation sort exsangue de ces manifestations. Comment assurer la continuité scolaire? Comment sortir de l'ornière? Les acteurs se prononcent dans cette édition. 16 morts et 357 blessés lors des manifestations. Près d'une quarantaine de blessés pris en charge à l'hôpital d'Al-Aldiam de Guédiawaye. Vous le verrez, des blessés par balle et par arme blanche. Reportage à suivre. Et puis fermeture provisoire des consulats généraux du Sénégal à l'étranger. Cette mesure conservatoire fait suite à la série d'agressions perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. L'UCAD sens dessus-dessous, l'ampleur des dégâts dépasse l'entendement, mais l'université sera résiliente, promet le ministre de l'Enseignement supérieur. Moussa Baldé a constaté les dégâts ce matin. Habib Faye, Pape Sangoné Baye. L'UCAD, théâtre des affrontements, a subi d'énormes dégâts. L'heure est à l'évaluation des dommages. Le processus n'étant pas encore achevé, on ne peut pas vous dire l'ampleur des dégâts. Nous entendons beaucoup d'estimations fantaisistes qui ne reposent sur rien du tout. C'est avec le cœur meurtri en tout cas qu'on a constaté tous ces dégâts. Je parlerai particulièrement du campus social où la direction a été incendiée, pillée et volée. Également des bureaux de nos collaborateurs qui ont été saccagés. Également la salle Omar Pène qui a été inaugurée il y a de cela quelques mois a été complètement saccagée et rendue hors d'usage. Mais surtout le bus pour le personnel. C'est des bus qui nous permettent en tout cas d'amener le personnel dans la barre nombre de 8. Mais également ce qui a été encore plus écœurant dans ces saccages et dans ces pillages irresponsables, c'est les arbres, l'environnement qui a été détruit. Une plainte est déposée pour situer les responsables. Or, ces autorités sont en train de passer en revue les dégâts. Une plainte a été déposée pour pouvoir identifier les responsables et les coupables. Mais nous sommes toujours en train de faire l'état des lieux. Une réunion pour décider de l'avenir de l'université en perspective, selon le recteur. Le reste, nous allons nous réunir dans nos instances pour d'abord partager le constat que nous venons de faire et partir de là pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le futur immédiat et pour l'avenir de l'université. Sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, les cours vont bientôt reprendre à l'UCAD. L'université sera résiliente. L'université va continuer parce qu'on n'imagine pas le Sénégal sans ces universités. Donc j'ai instruit tous les recteurs de voir avec les autorités académiques, voir avec les collègues. D'ailleurs, je dis toute ma solidarité à mes collègues pour lesquels on a vu qu'on a cassé leur bureau. Pour dire que ensemble, tous les étudiants qui veulent étudier, tous les professeurs et toutes les autorités académiques et le conseil d'administration de l'UCAD de s'employer, comme toutes les autres universités, à faire reprendre les cours le plus rapidement possible. Le bilan des dégâts est lourd de conséquences. Plusieurs amphithéâtres et salles sont indisponibles. Les archives des étudiants et diplômés sont incendiées. Il va falloir du temps pour une mise à niveau. L'université Cheikh Anta Diop qui a subi de terribles dommages, mais c'est l'éducation dans sa globalité qui sort exsangue de ces manifestations. Hormis les saccages et sabotages d'établissements, plusieurs acteurs de l'éducation ont été arrêtés. D'autres sont encore stupéfaits par les actes de vandalisme. Comment terminer le programme? Comment sortir de l'ornière? Élément de réponse, Cheikh Diop, Jafaraba. Des facultés et écoles comme le CESTI réduit en cendres. Le savoir a payé un lourd tribut lors des manifestations de ces derniers jours. Des acteurs de l'éducation sénégalaise parlent d'une situation catastrophique. Si vous regardez un peu le bilan, vous allez voir que des centres universitaires ont été brûlés, des écoles ont été brûlées. Nous avons aussi connu un lot d'arrestations de professeurs, un lot d'arrestations d'élèves et surtout des administrations scolaires qui ont été saccagées et des documents administratifs qui ont été perdus.
Et cela constitue un sérieux problème. C'est pourquoi vraiment nous dénonçons vigoureusement ces attaques que nous vraiment jugeons de barbares contre l'espace scolaire et universitaire de notre pays. Beaucoup de dégâts notés. Alors, une interrogation s'impose. Comment faire pour sauver l'école sénégalaise? La libération des camarades qui sont aujourd'hui détenus dans les geôles, la libération des élèves, mais aussi qu'on arrête les actes de pillage et les incendies notés au niveau des temples du savoir. Disons au secours. Vraiment, l'école et l'université doivent être sauvées, notamment par les plus hautes autorités du pays, notamment les autorités éducatives et universitaires, pour, dans les meilleurs délais, convoquer des rencontres entre les différents acteurs de l'école pour essayer quand même de trouver des solutions urgentes. Des renforcements pour rattraper les heures perdues. Une alternative. Des cours de rattrapage qui peuvent être organisés en fonction des secteurs pour savoir le déficit, mais aussi porte sur un peu le décalage des examens et pourvu que tout cela se fasse de façon concertée avec les syndicats pour qu'on trouve la meilleure formule. L'éducation est d'une importance capitale pour le développement d'un pays. Ces acteurs jugent nécessaire un dialogue pour éviter des lendemains sombres du système éducatif. Cher, après ces actes de vandalisme se pose le défi de la continuité scolaire. À Saint-Louis, vous allez le voir, les perturbations ont impacté les candidats au BFM et au baccalauréat. Les élèves des séries L et S, en revanche, sont moins inquiets que leurs autres camarades qui n'ont pas encore terminé le programme. Reportage Ousseynou Diop à Bibsec. Devant le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, les élèves échangent sur les manifestations des derniers jours et les perturbations notées dans le déroulement des cours. Dans beaucoup de collèges et lycées de Saint-Louis, le programme est perturbé. Les candidats au baccalauréat et au BFM risquent de subir les conséquences. Retardement sur les devoirs ainsi que les cours. Il y a perturbation surtout sur les élèves qui font le bac ou le BFM. Ces temps-ci, c'est du désordre. Pour les élèves des séries G, par contre, le programme est presque fini. Ces candidats, très rassurés, craignent toutefois pour leurs camarades des séries L et S. Et au mois d'août, si je ne me trompe pas, on avait de l'avance. On avait presque terminé le programme avant même le second semestre. Les élèves de L et S, ils n'ont pas encore terminé le programme et n'ont pas encore fait le second semestre. Ça risque d'être difficile pour eux. Ces perturbations inquiètent également les syndicalistes. Il y a un retard qui est noté dans certains lycées, donc peut-être qui est dû un peu à ce mouvement qui a plombé un peu le pays et surtout l'éducation, parce que s'il y a des émeutes, les parents ne vont pas laisser libérer leurs enfants. Le baccalauréat et le BFM, c'est dans quelques semaines, mais à Saint-Louis, on note un retard sur le programme dans certains établissements à cause des manifestations. Merci Ousseynou. 16 morts et 357 blessés. C'est le bilan officiel de ces récentes manifestations. Près d'une quarantaine de blessés se soignent à l'hôpital d'Al Jam de Guédiawaye. C'est dans la banlieue de Dakar. Des blessés par balles et par armes blanches. L'établissement travaille en étroite collaboration avec le district de Guédiawaye. Voyons tout cela avec Pape Faragning et Abdoulaye Anne. 4 morts constatés à l'hôpital d'Al Jam depuis le début des manifestations, des corps qui sont toujours à l'hôpital pour les besoins d'une autopsie, la plupart des jeunes. Oui, le vendredi, nous avons reçu 4 corps déjà décédés, des personnes qui sont arrivées déjà décédées, malheureusement. Nous présentons nos condoléances à leur famille. Des dizaines de blessés dénombrés, dont la plupart atteints par balle. Il y a même une victime admise aux urgences. On a reçu quand même beaucoup de blessés, notamment le premier jour. Le jeudi, on a eu au moins 11 blessés, dont 4 graves. Et puis, il y a eu plus de blessés quand même le deuxième jour, le vendredi. On a eu au moins 21 cas. Oui, on a reçu des blessés légers, des blessés graves. Et il y a eu des blessés par balle, des blessés par arme blanche et des blessures liées au gaz lacrymogène. Pour l'instant, aucun débordement n'a été noté car l'hôpital travaille étroitement avec les districts sanitaires. Oui, le personnel de l'hôpital dans sa globalité vraiment s'est donné corps et âme pour prendre en charge ces patients de la meilleure des façons. Et présentement, la plupart sont vraiment stables. Il ne reste qu'un parmi eux qui est actuellement à la réanimation. Les autres sont quand même retournés chez eux. Et aussi, on sait qu'il y en a 2 ou 4 qui sont encore dans le service au SAU et en chirurgie. Près d'une quarantaine de blessés et 4 morts à cause des manifestations politiques, l'hôpital d'Al Jam continue de prendre en charge les victimes. Toutefois, les blouses blanches appellent au calme.
Et le petit commerce a également subi les affres des manifestants. Plusieurs boutiques ont été cambriolées, pillées. À Hambourg, des instituts de beauté ont été saccagés également. Situation choquante pour ces victimes. Reportage d'Aymati Dieng et Mamadou Gueye. Le regard triste de ce commerçant ne lui ramènera pas ses gadgets. Il estime les pertes. Sa boutique de téléphones et d'appareils électroniques n'a pas échappé aux violentes manifestations. C'est une situation qui nous a surpris, qui nous a tous surpris. Vraiment, c'est regrettable. La nuit du vendredi, jeudi à 21h, les manifestants nous ont surpris ici. Ils ont surpris le gardien. Ils sont venus de la route secondaire, casser la porte, casser les vitres, casser les tables d'exposition et tout prendre sur la route. Quand on a fait notre bilan, quand on a fait une évaluation, on a perdu presque aux environs de 5 millions. Une situation que déplore cette jeune dame, une autre victime. Le montant est inestimable. Le montant dépasse les 50 millions. Parce que tous les produits qu'on vendait, c'était des produits de haut de gamme, des produits chers. Message de tristesse, message de consternation, message de désolation. Ces victimes appellent leurs camarades jeunes à plus de retenue. Ils leur demandent de penser aux conséquences sur les travailleurs sénégalais avant d'attaquer certaines entreprises. On souhaite vraiment que la paix revienne, que les gens se retrouvent les esprits et s'assoient autour d'une table pour que la situation redevienne normale. C'est vraiment regrettable qu'on casse, qu'on pille à tout moment les biens d'autrui. Les investisseurs sont fatigués, ils ont amené l'argent à investir pour les jeunes, investir pour que les jeunes travaillent, mais des manifestants viennent casser tout à cause de la politique, à cause du pouvoir. Vraiment, c'est regrettable. C'est pas facile, voilà, des jeunes qui se lèvent chaque matin, qui partent au travail, qui rentrent chez eux, qui n'ont aucun problème avec personne. Donc en ces cas de manifestation, voilà des jeunes, des ignorants qui viennent comme ça pour vraiment tout gaspiller. Donc on est triste, on est désolé. C'est des pères de famille, des soutiens de famille, donc de grâce, laissez-nous travailler. Nous, on a besoin de notre salaire, on a besoin de travailler. Si vous manifestez, vous pouvez manifester pacifiquement. Plusieurs employés sont envoyés au chômage. Ils espèrent que la situation deviendra stable au plus vite. Merci Ndemati. Et le ministère des Affaires étrangères annonce la fermeture provisoire des consulats généraux du Sénégal à l'étranger. La chancellerie renseigne que cette mesure conservatoire fait suite à la série d'agressions perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York. Ces actes ont entraîné de sérieux dommages au consulat général de Milan, où les machines, vous le savez, de production de passeports et de cartes d'identité ont été détruites. Le service reprendra dès que les conditions matérielles et sécuritaires le permettront, informe le ministère dirigé par Maître Aïssata Tall Sall. L'ONG Otra Africa déplore les attaques perpétrées contre ces consulats. Ces casses auront des conséquences lourdes selon Diallo Suleiman. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Il est très indigné du saccage du consulat du Sénégal à Milan. Souleymane Aliou Diallo, président d'Otra Africa, cette ONG qui s'occupe des Sénégalais de l'extérieur, regrette cet acte fait par nos compatriotes. Ce que nous avons vu à New York est très lourd de conséquences. Ce que nous avons vécu à Milan ne ternit totalement l'image du Sénégal en Italie. Très bien apprécié en Italie et le Sénégalais était considéré en Italie. On ne connaissait pas le Sénégalais violent. Vraiment, c'est vraiment une très mauvaise image du Sénégal que nous avons montré à la face du monde. Qu'est-ce qui, selon le président de cette ONG, auront de lourdes conséquences quand on sait qu'avoir un papier administratif à l'extérieur relève d'un parcours du combattant. On s'attaque à des consulats, on détruit les états civils, on détruit les systèmes d'identification. C'est très lourd de conséquences. Il n'est pas facile d'avoir des documents à l'extérieur. Si on détruit ces documents, parce qu'on est mécontent, vraiment c'est détruire presque tout un système. Ces pillages de consulats, ces insultes sur les réseaux sociaux ou ces discours haineux pour Souleymane Diallo n'est que l'œuvre de Sénégalais qui ont le plus souvent maille avec la justice de leur pays d'accueil. Mais certains de nos compatriotes qui sont à l'extérieur aujourd'hui prônent cette difficulté
pour que le Sénégal soit en instabilité politique, afin que le Sénégal puisse être sur ces bancs-là, et afin qu'eux, ils puissent bénéficier de ce système, soit en demandant l'asile politique, parce qu'ils ont des difficultés avec les pays d'accueil, ils sont en situation soit d'expulsion ou de refoulement. C'est pourquoi il appelle les compatriotes vivant à l'extérieur de revenir à la raison. Et puis retenez que la connexion Internet des données mobiles est rétablie sans distinction de plage horaire. Les opérateurs de téléphonie ont été requis aux fins de mettre en œuvre la mesure, renseigne le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique. Ces manifestations radicales prouvent que c'est la nation qui est attaquée. C'est une affirmation du journaliste Alun Ndiaye. Selon le producteur, il n'y a point de doute, les manifestants radicaux sont mus par la conquête du pouvoir par la violence. Il y a beaucoup de gens qui veulent croire naïvement qu'il s'agit d'une révolte populaire simplement, que c'est le président Macky Sall qui est en cause, qui n'a pas respecté son engagement. Moi, je suis de ceux qui, depuis longtemps, appelle le président Macky Sall à sortir et à renoncer au 3e mandat. Mais il est clair que ce qui est en train de se passer est orchestré, organisé de manière systématique et élaborée. Donc c'est la nation qui est attaquée. Et quand la nation est attaquée, la priorité c'est de la défendre d'abord et après on discutera des principes. En général, tous les totalitarismes commencent par s'attaquer au savoir, aux institutions. Donc Hitler a commencé par brûler le Bundestag. Aujourd'hui, des gens ont brûlé l'université. Donc ceux qui brûlent l'université, qui détruisent la mémoire, ces gens ne sont pas intéressés par l'avenir. Ils sont intéressés d'abord et avant tout par le pouvoir. Si vous êtes intéressé d'abord et avant tout par le pouvoir, vous pouvez mener votre peuple vers des catastrophes. Donc celui qui prend le pouvoir par la force, en général considère qu'il doit le garder par la force, et pour pouvoir le lui prendre, il faut user de la force. Et si les gens sont dans une logique d'affrontement permanent, la paix au Sénégal est partie pour disparaître pendant une trentaine d'années. Le ministre Yorodia prend sa plume en réponse aux intellectuels Mohamed Mbougar Sarr, Boubacar Boris Diop et Felwine Sarr. Nous vous l'annoncions hier, ces écrivains ont co-signé une tribune pour s'insurger de la situation actuelle qui serait une résultante de la responsabilité unique du président de la République. Eh bien, pour le coordinateur de la communication de la présidence, le texte des intellectuels est éminemment politique, pour ne pas dire fondamentalement partisan. Synthèse, Mamadou Fall. Du bois mort au fagot, des termes utilisés par Yorodia pour répondre à Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Mbougar Sarr, des auteurs qui soulignaient dans leur tribune que la situation en cours résulte de la dérive autoritaire du président Macky Sall. Des lignes qui accusent le chef de l'État. Des phrases de trop qui poussent Yorodia, ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, à apporter la réplique, cette vérité qu'on cherche à enfuir dans la plus secrète mémoire des hommes écrits Yorodia. Quand la mémoire va chercher du bois mort, elle ramène le fagot qui lui plaît, disait Birago Diop. Yorodia se sert de cette assertion pour décrire l'attitude de Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Mbougar Sarr. Pour Yorodia, cette volonté de choisir le fagot qui plaît est la plus grande faiblesse intellectuelle de leur texte commun, malgré leur immense qualité intellectuelle. Le ministre porte-parole cite Max Weber pour souligner le manque de neutralité axiologique des trois auteurs. Une neutralité axiologique meilleur rempart contre le manichéisme. Yoro va plus loin en écrivant que le texte écrit par les trois auteurs est éminemment politique, pour ne pas dire fondamentalement partisan. Tellement partisan que la mémoire choisit le fagot des conséquences et refoule celui des causes. Il est étonnant qu'on cherche à enfuir dans la plus secrète mémoire des hommes les appels permanents à l'insurrection de Sonko qui menacent le président de la République
de mort, écrit Yorodja. La situation actuelle exige que chacun prenne ses responsabilités. L'État a pris les siennes. Yorodja aux auteurs, il est étonnant que votre mémoire est ignorée. Le fagot de l'indignation face au saccage des universités qui est par essence le lieu de la pensée et de la tolérance. Merci Mamadou. Les 9 commissions du dialogue national ont été constituées. Les rapporteurs ont également été désignés. Dans ce contexte, le dialogue vient à son heure. C'est la voie à suivre pour sortir de cette crise, selon l'homme politique Alélo. Il était l'invité de la matinale de TFM. On a beau vouloir le pouvoir, mais si l'État n'existe plus, il n'y aura pas de pouvoir à conquérir. Donc au-delà de nos apparences politiques, au-delà de nos personnes, il faut que nous regardions un peu l'intérêt général. Le Sénégal, qui a été l'exception en Afrique et peut-être dans le monde, de par son schéma de développement et son processus démocratique, et aujourd'hui la risée. Je pense qu'il faudrait que nous puissions nous ressaisir, que nous puissions parler à nos enfants, que nous puissions échanger entre nous et que les responsables également puissent se parler. Nous saluons donc le dialogue lancé par son Excellence le Président Macky Sall et souhaitons qu'à l'issue de ce dialogue, que nous puissions trouver des solutions à la crise actuelle. Des solutions également qui, au-delà même de la crise, vont nous permettre d'apporter des solutions par rapport aux problèmes des jeunes, par rapport à l'absence de dialogue entre le pouvoir et l'opposition, des solutions par rapport à l'inquiétude qui sévit dans le pays et en profiter aussi pour encourager nos forces de sécurité qui veillent nuit et jour à notre sécurité. Célébration de la confirmation et de la première communion ce week-end à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. 46 confirmants et 79 communions ont reçu leurs sacrements respectifs. Fait particulier cette année, l'organisation des célébrations a été aussi impactée par les manifestations survenues dans la capitale. Les 2 actes rituels concomitamment accomplis par prudence, la première communion et la confirmation le même jour, dans la même célébration, une cérémonie présidée par le chancelier de l'archidiocèse de Dakar, abbé Jacques Hassan Sen. Voyons tout cela avec Daniel Diouf et Youssou Barro. À la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, comme dans bien d'autres paroisses de la capitale, les célébrations de cette année ont été impactées par le contexte des violentes manifestations à Dakar. Par prudence, les confirmations qui étaient célébrées la veille de la première communion, c'est-à-dire le samedi soir, ont eu lieu le dimanche, en même temps que la première communion. Les circonstances, vous les savez, on n'a pas besoin d'y revenir, mais nous prions pour que la paix règne dans nos cœurs. Et je suis sûr qu'à travers la grâce que Dieu va vous accorder aujourd'hui, cette grâce va se répandre dans le monde entier et plus particulièrement dans notre pays, le Sénégal. 2 sacrements reçus ce jour, la confirmation et la première communion. Le sacrement de la confirmation, l'un des 7 sacrements dans l'Église catholique, reçu une seule fois dans la vie d'un chrétien, comme le baptême. Nous sommes là avec des enfants qui deviendront aujourd'hui des adultes, parce qu'ils vont passer de l'étape de simple baptisé à confirmé. L'autre sacrement, celui de l'Eucharistie, encore appelé la première communion, les récipiendaires, comme sur ces images, reçoivent pour la première fois le corps du Christ sous forme d'hostie consacrée. Les 2 actes rituels permettent de devenir un chrétien à part entière. Une célébration pleinement pédagogique, beaucoup d'enseignements dispensés à ces enfants, particulièrement sur le signe de la croix. Les orthodoxes le font avec les 3 doigts. Qu'en est-il des catholiques? Nos frères orthodoxes font avec 3 doigts pour rappeler le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais pourquoi nous faisons avec 5 doigts?
pour rappeler que sur le corps du Christ, il y avait combien de plaies? Il y avait combien de plaies? 5 plaies. Alors nous, en faisant le signe de la croix, on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un petit instant de reconnaissance à la fin de cette célébration. Le curé de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, sur ces images, reçoit des enfants une aube et une étole. Le responsable de la catéchèse aussi récompensé. Enfin, les communions qui reçoivent ici leur parchemin. Merci Daniel. Et puis parlons à présent de la filière anacarde, filière en plein essor depuis quelques années au Sénégal, qui connaît des difficultés également, des contraintes liées à l'interdiction des exportations par voie terrestre, occasionnant un diktat des acheteurs étrangers. Cependant, les acteurs estiment qu'avec des unités de transformation, la filière anacarde du Sénégal ferait un bond qualitatif. Reportage Chersadi Boudjara Amadouba. La filière anacarde, un secteur porteur de beaucoup de ressources sur le plan économique et de l'emploi, est en proie depuis quelque temps au Sénégal à de nombreuses difficultés. Et la mesure d'interdiction d'exportation par voie terrestre, l'État du Sénégal a mis des jalons pour accompagner cette filière. Les acteurs qui ont pris l'engagement d'acheter, on a rencontré des difficultés et cela a fait que certaines banques n'ont pas continué cet accompagnement. Et les Indiens qui viennent, eux, ils en profitent sur la solution pour donner des prix dérisoires parce qu'ils ont leur propre financement. Cette année, on a vu vraiment qu'il y a beaucoup de chutes par rapport à la commercialisation. Les prix qui ont été à 700 000 francs la tonne l'année dernière, on se retrouve aujourd'hui à 250 000 chez les producteurs. Autre source de manque à gagner, l'absence d'industrialisation. Les Indiens qui viennent acheter les noix, les Vietnamiens qui achètent des noix ici, ils viennent acheter nos produits, nos matières premières, exporter ces matières produits, en même temps ils exportent nos emplois. Parce qu'ils ne font que transformer dans leur pays pour les vendre aux États-Unis, en Europe ou dans l'Asie. Donc si aujourd'hui on parvenait à transformer, est-ce qu'on ne pourrait pas nous aussi le vendre dans ces pays? La filière anacarde, un levier non négligeable pour booster l'emploi des jeunes. Nous, au niveau de l'interposition, on l'a toujours dit à l'État, si vous nous accompagnez dans notre plan stratégique, on peut assurer un emploi de 10 000 jeunes dans la filière anacarde. Sur chaque magasin d'exportation, il y a plus de 50 femmes qui travaillent pour la mise en sac de ces noix. Il y a plus de 25 jeunes qui travaillent pour la mise en sac de ces noix. Et chaque jeune, la moyenne pour ces femmes par jour est de 4 000 francs. Donc vous voyez un peu à l'état brut même, on y parvient à créer de l'emploi. Présentant beaucoup d'atouts dans le domaine, le Sénégal jouit d'une bonne réputation auprès de ses pairs africains. La preuve, l'organisation de la 17e conférence internationale dédiée à la filière anacarde du 18 au 21 septembre 2023 à Dakar. Puis un mot de sport, la Fédération sénégalaise de football suspend le championnat dans ce contexte jusqu'à nouvel ordre. Et puis le Bénin, prochain adversaire du Sénégal, un éliminatoire de la CAN 2023 le 17 juin prochain, publie également sa liste. Et puis le round-up de l'actualité sportive avec Chersadi Boudjara. Démarrons avec le football. À l'arrêt au Sénégal jusqu'à nouvel ordre. Une suspension des compétitions sur toute l'étendue du territoire national, prise par la Fédération sénégalaise de football en raison de la tension sociopolitique et de la situation sécuritaire qui règne dans le pays. La Fédération sénégalaise de football demande le respect strict de la mesure à la Ligue de football amateur et celle du football professionnel. Pendant ce temps, l'équipe nationale de football du Sénégal, face à 2 échéances au cours de ce mois de juin, entre en regroupement ce mercredi. Les Lions sélectionnés par Aliou Cissé vont entamer leur préparation ce jeudi. Des entraînements jusqu'à leur départ le 15 juin prochain pour rallier Cotonou, où Sadio Mané et compagnie vont rencontrer le Bénin 2 jours plus tard. Le Bénin, l'adversaire lors de la 5e journée des éliminatoires du groupe L de la CAN 2023, qui a publié sa liste de joueurs sélectionnés,
Le sélectionneur Gerdedroch a convoqué 25 guépards, dont les cadres Khaled Adenon, Stéphane Sessegnon et Steve Mounier. Une liste marquée par un rajeunissement de l'effectif. 7 joueurs âgés de moins de 21 ans. Parmi eux, 4 nouveaux, comme Prince Dossou, Khalid Diangpata, entre autres. Terminons par Karim Benzema, qui rejoint officiellement Al-Ittihad, un club du championnat de l'Arabie Saoudite. L'attaquant français de 35 ans, Ballon d'Or 2022, signe un contrat de 2 ans avec un salaire de 100 millions d'euros par année. Karim Benzema va être présenté aux fans d'Al-Ittihad ce jeudi. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite avec Papa Blader et son invité, cher Bamba Dieye. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.